Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat pour les traditionnelles questions d'actualité. Ce sont les dernières de l'année 2014. Nous allons vous les faire vivre ici dans cette grande salle des conférences du Sénat. Ce sera dans moins d'un quart d'heure pour cette séance de questions d'actualité. Avant, on va débattre un petit peu de toute l'actualité parlementaire, politique, avec notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé ce jeudi matin au Sénat, cette proposition de loi de résolution pour donner un État palestinien. Le vote pour du Sénat, le même que celui de l'Assemblée, il était peut-être un petit peu plus serré. Je vous propose deux petites réactions, puis vous allez réagir juste après. Je pense que c'était utile que le Sénat de la République ait un vote qui amplifie ce qui a été fait par nos collègues de l'Assemblée nationale. C'est un message fort pour le monde et j'en suis content. C'est important parce que ici, jusqu'à même hier soir très tard, je pensais que nous étions battus. Non pas par une non-volonté des sénateurs de la majorité sénatoriale, c'est-à-dire des majorités plutôt UMP, mais par le fait qu'ils avaient été un peu rechapitrés dans une réunion avec le nouveau président de l'UMP sur l'idée il faut absolument que ce soit un vote contre. Mais je souhaite que cette reconnaissance soit utilisée par le gouvernement français comme un instrument pour la reconnaissance mutuelle et pour la relance des négociations. Le Sénat est partagé sur ce vote, mais il est uni sur l'objectif, la paix au Proche-Orient, qu'on arrête les malheurs et qu'on arrête tous ces crimes qui sont aujourd'hui produits. Voilà pour ces réactions recueillies au micro de Jérôme Rabier. Jean-Marie Le Guen, il y avait une certaine émotion, on l'a vu, il y avait aussi un espoir politique. Mais ce que j'ai envie de vous demander de la part du gouvernement, c'est ce que vous allez faire de ce vote à partir de là aujourd'hui. Vous savez que ce vote, c'est important que l'Assemblée et le Sénat aient voté dans le même sens, et en même temps, ce vote n'engage pas le gouvernement. Le gouvernement est favorable à la perspective d'un État palestinien, mais il cherche à utiliser, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, cette perspective de la reconnaissance, cette volonté de la reconnaissance comme étant un élément de la négociation diplomatique. Donc c'est ce que nous allons faire, et Laurent Fabius s'est exprimé assez longuement sur cette question en disant que l'objectif de la France était de parvenir au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution qui débouche vers une conférence internationale, parce que nous savons bien, nous sentons bien aujourd'hui que les uns et les autres ont beaucoup de difficultés à se parler et encore plus à conclure une paix dans la sécurité, parce que bien évidemment, il faut qu'il y ait de la sécurité au Proche-Orient, aussi bien pour un État palestinien viable que pour Israël. Exactement, c'est parce que la droite, ce que réclamait la droite pour avoir une sorte de consensus, qui n'a pas été le cas, parce que la droite était prête au consensus avec la gauche, c'était d'avoir la reconnaissance de l'État israélien dans le même texte, ce qui a été refusé par la gauche. Non, mais l'État, la France et l'Assemblée nationale reconnaissent l'État d'Israël. Il n'y a pas de discussion. Simplement, il disait, et ça n'a pas été refusé par la gauche, ce qui s'est passé, en dehors du fait qu'il y avait peut-être à améliorer le texte encore, c'est que, comme l'a dit le sénateur de Seine-Saint-Denis, Gilbert Roger, en fait, M. Sarkozy est intervenu sur les sénateurs, j'en suis le témoin quasiment physique, pour faire retourner le vote des sénateurs. C'est-à-dire avec une vision très sectaire. Au lieu la volonté des sénateurs, j'en avais été témoin, et ce que dit Jean-Pierre Raffarin le laisse entendre, c'est qu'il y avait une volonté de façon politique équilibrée d'arriver à un accord général. Et Sarkozy s'y est opposé pour des raisons politiciennes. Et voilà, c'est un témoignage précis. Il se trouve que Nicolas Sarkozy a été une fois de plus battu au Sénat.
puisqu'il avait souhaité que M. Larcher ne soit pas élu, et M. Larcher a été élu. Il avait souhaité qu'au groupe UNP, ce soit un de ses amis, et ça a été quelqu'un d'autre. Et là, il souhaitait que la résolution ne soit pas adoptée, et elle a été adoptée. Décidément, il n'a pas beaucoup de succès avec les sénateurs. Mais en tout état de cause, en l'occurrence, oui, je considère vraiment très choquant cette volonté d'intervenir sur ce qui était une volonté de se rassembler au plan national, et ce qui finalement s'est fait. On va passer un petit peu à la politique intérieure cette fois. Bien sûr. On est au lendemain de la présentation de la loi sur la croissance dite loi Macron. Le Premier ministre avait l'air bien confiant lors de cette conférence de presse de présentation. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a une majorité pour ce texte à l'Assemblée comme au Sénat? Bien sûr, il va y avoir un débat, il y a un dialogue. Bien sûr. Vous êtes sûr qu'il y a une majorité? Ah oui, je crois, vraiment. D'abord, ça fait maintenant presque 8 mois qu'on nous pose la question, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours. Mais il y a de quoi vous poser la question, visiblement, quand on entend les attendez, socialistes. je vous réponds. Je vous constate, vous m'avez... Pas vous spécialement d'ailleurs, mais d'autres m'ont posé peut-être 10, 20 fois, 30 fois la question. Et à chaque fois, les choses se sont réalisées, comme on vous l'a dit, et de façon très large. Bien, une majorité de gauche à l'Assemblée nationale d'une façon régulière, permanente. Moi, je vous parle bien du texte croissance. Mais moi, je vous parle de tous les textes sur lesquels des questions ont été posées. Et à chaque fois, nous vous avons donné une réponse positive. Donc il y aura, j'en suis certain, une majorité autour de ce texte. De la même façon que je crois qu'il y aura un dialogue constructif entre l'ensemble des parlementaires, singulièrement les parlementaires de la majorité, et le gouvernement sur ce texte. On parle surtout du travail du dimanche. Vous avez vu qu'il y avait des crispations énormes sur ce travail du dimanche. Je ne vous parle même pas de Martine Aubry qui avait signé une tribune dans Le Monde hier. Une régression que je combattrais. Comment est-ce que vous avez, vous, interprété ces propos? Vous, socialiste. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'elle l'a écrit sans doute avant de voir le texte. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de tout. Je ne savais pas que... C'est un peu facile ce que vous dites. Écoutez, je ne comprends pas bien comment entre 5 semaines et 12 semaines, enfin 5 dimanches et 12 dimanches, il y a d'un côté la gauche et de l'autre côté la droite, si vous voulez. Je pense que... puis je me suis laissé dire d'ailleurs qu'à Lille, il y avait aussi un débat, y compris au sein du conseil municipal, et que Martine Aubry avait pu envisager à certains moments de réfléchir à la question. Donc voilà, c'est une question pratique, c'est pas une question théorique, c'est pas un projet de société. Vous savez, si on ouvrait les 12 Ce n'est pas un projet de dimanches, société. c'est pas un débat de société. D'accord. Non, il y a un débat de société sur la généralisation du travail du dimanche, mais c'est pas du tout ce que propose ce texte. Il y a aujourd'hui environ 7 millions de Français qui sont amenés à pas tous les dimanches, mais à travailler un certain nombre de dimanches. Les policiers, les infirmières, les gens qui ouvrent les cinémas, des gens qui travaillent en continu, etc. Vous avez compris sur 7 la loi millions sur de le Français. volontariat, bien sûr. Là, ce dont on parle, si on passait de 5 à 12 semaines, ça concernerait 20 000 personnes. Donc, si vous voulez, est-ce que... C'est pas une affaire d'État, c'est ce que vous voulez dire. Ah non, ni même une affaire de projet de société. C'est une gestion pragmatique d'un certain nombre de besoins. Comment est-ce que vous comprenez qu'une partie, je dis bien une partie du Parti socialiste en face justement Parce une que sorte des d'affaire gens d'État? ont entendu... La maire de Lille, que... la maire de Paris également. Écoutez, oui, mais la maire de Paris, elle défend des problèmes plus particuliers, parisiens, plus précis, j'allais dire, avec lesquels je suis pas toujours d'accord, et encore que elle-même a évolué sur cette question, et donc elle peut toujours évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle du travail du dimanche, alors il y a une simplification de langage. On dit le texte Macron va proposer de travailler le dimanche. Absolument pas. Il y a absolument, on maintient tout à fait le travail, le repos dominical. Et donc il est question pour certains commerces, dans certaines conditions, dans certaines régions, et avec une compensation salariale, de faire en sorte qu'on passe de 5 à 12 dimanches ouvrés dans l'année. Vous voyez, encore une fois, ça concernerait 20 000 personnes, alors qu'il y en a déjà 7 millions qui sont amenés à travailler le dimanche. J'ai une dernière question pour vous sur ce thème, mais vous avez un peu répondu, je voudrais juste une confirmation. Compromis éventuel à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ça veut dire pas de 49.3 possible, c'est-à-dire vote bloqué sur ce texte? Écoutez, non, mais il y a une constitution, elle Vous l'excluez? s'applique. Moi, je n'exclus rien du D'accord. tout. Je n'exclus rien du tout. Je vois pas pourquoi je devrais exclure. Il y a tout un tas de gouvernements ont utilisé différentes méthodes de procédure, donc il n'y a pas de raison. Mais je suis tout à fait conscient qu'on peut arriver très simplement à progresser sur ce texte. Voilà. Question cette fois sur la loi sur les régions qui arrive bientôt au Sénat, notamment ce qu'on appelle la loi NOTRe, ce sont les compétences. C'est pas la loi sur les régions, c'est sur les territoires. Sur les territoires, voilà, parce que les exactement. régions, on l'a Bien déjà sûr. On a quasiment déjà fait, voté. c'est la carte des régions qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a quand même quelques difficultés. Au Sénat, vous l'avez compris. Et sur les compétences, cette fois, vous avez décrété l'urgence sur ce texte.
Oui, pour des raisons pour permettre une lecture plus rapide entre le Sénat et l'Assemblée. Mais nous avons dit en même temps que nous souhaitons qu'il y ait deux lectures. Donc il y a deux lectures. Alors pour vos téléspectateurs qui ne sont pas toujours des familiers de la procédure, Justement, on va essayer de leur c'est la expliquer. procédure la plus normale et la plus, comment dirais-je, la plus lente d'un certain point de vue. On appelle ça l'urgence parce que simplement on comprime les délais. Au lieu d'avoir 6 semaines, on aurait un peu moins entre l'Assemblée et le Sénat. Voilà. Et sur justement ces compétences, sur ces régions, sur ce vote des régions, vous comprenez la réticence ici des sénateurs ou c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous ne prenez plus en compte, vous avancez parce que vous avez décrété l'urgence. Pour avancer, on va avancer, mais on va avancer dans le dialogue. Je crois que le gouvernement a écouté depuis maintenant 1 an, 8 mois. Il a beaucoup entendu ce qu'avaient à dire les uns les autres. Je pense qu'on peut raisonnablement arriver vers un texte qui rassemble très largement les parlementaires. J'ai encore 2 questions avant de vous laisser. Il y a un peu de retard lors des questions d'actualité. J'en profite donc pour vous poser ces 2 petites questions. À l'Assemblée nationale, une députée a fait un rapport sur les 35 heures. Elle a dit que dans ce rapport, il a été efficace contre le chômage et notamment moins coûteuse que les autres politiques de l'emploi. Vous êtes d'accord avec ces termes employés? Oui, il y a eu, ça a été déjà décrit, c'était un rapport qui... Bon, il y a eu une création de 300 000 emplois, indiscutablement. Voilà. Bien. Et donc, après, il y a une appréciation globale de la problématique du coût du travail, d'une part. Est-ce que ça renchérit le coût du travail d'une façon, comment dirais-je, exagérée à un moment où on est en compétition avec l'Allemagne notamment, et deuxièmement, est-ce que ça introduit de trop grandes rigidités? Bon, voilà, il y a toujours eu un débat, et d'ailleurs ce débat est largement dépassé, puisqu'il y a eu, même si on maintient les 35 heures, durée légale du travail, vous savez comme moi qu'il y a eu différents assouplissements qui permettent aujourd'hui de travailler, et notamment l'accord sur la flexibilité de l'emploi signé l'année dernière qui sera prorogé dans les mois et les années qui viennent. On attend la sonnerie de la cloche qui va bientôt donner le top départ évidemment de ces questions d'actualité alors que Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, fait son entrée dans la salle des conférences. On a vu aussi Manuel Valls qui est là. J'avais juste une dernière très courte question parce qu'il y a quand même un petit peu de retard. Il faut que j'aille au banc, oui. Vous avez eu des bonnes notes à l'école? C'était inégal. À la fin, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà. Pour ou contre la suppression des notes? Non, mais la suppression des notes, n'ayez pas... on va vers une évolution où on sera moins dans la stigmatisation des élèves. Et ça, je suis à fond pour, en tant que parent, ayant connu ça, mes enfants n'ont plus l'âge d'aller à l'école, mais franchement, arrêtons de stigmatiser et de croire que c'est par une mécanique fessée récompense que les choses avancent dans l'éducation des enfants. Il faut encourager tous nos enfants, y compris les meilleurs, mais y compris les moins bons, à réussir. C'est comme ça, c'est la pédagogie qui fait avancer notre pays. Nous avons la pédagogie stigmatisante la plus retardée de tous les pays. Tous les organismes mondiaux de pédagogie nous disent mais que fait la France sur le sujet? Donc écoutons un petit peu, soyons un petit peu pragmatiques encore une fois. Je vous laisse retourner évidemment sur le banc des ministres. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Merci d'avoir répondu en direct aux questions de Public Sénat. On va bientôt aller écouter les traditionnelles questions d'actualité au Sénat. On voit que Gérard Larcher a pris place au plateau, donc ça ne serait bien sûr pas tarder à commencer. Les questions cette semaine, alors il y aura beaucoup de questions autour de la loi Macron. Il y a notamment Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui a l'intention de poser sa question sur le projet de loi pour la croissance et l'activité. Question à Emmanuel Macron. Une autre question lui sera posée par le président du groupe socialiste ici au Sénat, c'est Didier Guillaume. Une autre, vous voyez, 3 questions qui seront posées à Emmanuel Macron, pas moins de 3 questions, notamment sur les professions réglementées. On en parlera bien évidemment ensemble après la séance des questions d'actualité dans On refait la séance, mais on parlera également, on reviendra sur le vote de la résolution qui a eu lieu ce matin au Sénat qui favorise donc la résolution pour la reconnaissance d'un État palestinien, un vote pour de la part du Sénat comme celui de l'Assemblée nationale. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Marie Le Guen qui a salué ce vote et qui aura pour terme évidemment une résolution à l'ONU qui sera défendue par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius d'ici à peu près quelques mois. C'est un peu ce que nous disait Jean-Marie Le Guen tout à l'heure. Voilà pour les questions d'actualité qui vont bientôt démarrer avec un peu de retard. Nous dit-on, Gérard Larcher qui est au plateau, les sénateurs sont entrés dans l'hémicycle. La sonne, c'est parti. La séance est reprise. À tout à l'heure.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Mais, mes chers collègues, nous venons d'apprendre que le lycée français de Kaboul a été touché par un attentat commis par un kamikaze qui a tué sans doute au moins une personne et fait d'autres victimes. Cet acte, aussi ignoble que lâche, ne peut que susciter notre indignation et je ne doute pas qu'en cet instant, notre pensée à tous va aux victimes et à leurs familles. L'ordre du jour appelle donc les questions d'actualité au gouvernement retransmises en direct sur France 3 et Public Sénat. La parole est à notre collègue Jean Desessard pour le groupe écologique. Vous avez la parole, mon cher collègue. Question à Madame la ministre des Outre-mer sur le plan de lutte contre le suicide en Guyane. Madame la ministre, le 16 avril 2014, ma collègue Aline Archimbaud vous a interrogé sur l'importance du taux de suicide des populations autochtones en Guyane. Ce taux est en effet largement supérieur à celui enregistré en métropole. Dans l'Hexagone, on compte un décès par suicide par an pour 5000 habitants, ce qui est déjà très important, un des plus importants au niveau européen. Sur le Haut-Maroni, lieu de vie des Amérindiens, c'est 1 pour 200 habitants. Selon l'association ADER, Action pour le développement, l'éducation et la recherche, soit 25 fois plus qu'en métropole. Madame la ministre, vous aviez alors répondu que le gouvernement avançait dans l'intérêt des populations autochtones. Vous aviez rappelé la poursuite du plan préfectoral de janvier 2011 de lutte contre le suicide, la création d'écoles de proximité, la prise en compte des langues amérindiennes dans l'éducation pour lutter contre l'acculturation, source de mal-être pour ces populations. 8 mois après cette question, le moment est venu de dresser un premier bilan de l'action du gouvernement. Avez-vous des chiffres précis sur le suicide des Amérindiens? D'après nos informations qui ont motivé cette question, le mois dernier, au moins 3 suicides d'Amérindiens ont été recensés, 2 dans la commune de Kamopi et 1 dans le village d'Antekum-Pata. Le problème est donc loin d'être résolu. Pourtant, il existe des solutions. En juillet 2013, à la suite d'une mission d'information de la Commission des affaires sociales sur le système de prévention du suicide au Québec, la délégation a rédigé un rapport identifiant plusieurs bonnes pratiques que le Québec avait mis en place. Il s'agissait entre autres d'un travail suivi sur les causes en partenariat avec des universitaires des sciences humaines, d'un service d'écoute téléphonique très réactif, d'un suivi personnalisé par des agents de liaison et de la mise en place d'un réseau de sentinelles au sein de la population. Votre question. Ces mesures ont fait leurs preuves. De 2000 à 2010, il y a eu une diminution de 38% du taux de suicide. Madame la ministre, mes questions. Le plan de 2011 est-il efficace? Sinon, pouvez-vous l'améliorer, voire le changer? Et quand? Voici mes questions. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, avant de répondre à la question du sénateur Desessard, d'adresser, moi aussi, au nom du gouvernement, mes condoléances aux familles de la Réunion qui ont été endeuillées par un grave accident qui a tué 5 jeunes. Par ailleurs, c'est vrai que vous posez une question sur un sujet qui nous préoccupe fortement, la question du suicide chez les Amérindiens. Et je dois vous dire qu'effectivement, nous sommes préoccupés par le nombre important de suicides de jeunes et d'ailleurs de moins jeunes dans cette communauté, ce qui montre les difficultés d'accès à la modernité quand on a un mode de vie traditionnel comme celui de ces personnes. Donc aujourd'hui, nous avons relancé, suite à la question de Madame Archambault, nous avons relancé les procédures qui étaient en cours à la préfecture de la Guyane pour qu'on puisse avoir un dialogue plus approfondi avec ces populations. Les équipes de santé se déplacent dans les sites isolés, équipes de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, mais je crois que donc des groupes de travail et de parole avec ces jeunes, mais je suis d'accord sur le fait que pour l'instant,
le renouvellement de suicides nous montre que nous sommes encore loin du compte. Par conséquent, nous allons désigner une mission de l'inspection générale qui ira sur place et fera le bilan de ce qui se fait aujourd'hui. Par ailleurs, dès que je vais en Guyane prochainement, j'ai prévu de rencontrer le conseil consultatif des peuples bushinangés et amérindiens de manière à ce qu'eux aussi soient mieux associés à la politique à mener pour que ces populations soient mieux prises en compte. Il y a un interlocuteur attitré des communes de l'intérieur, de manière à ce que les problèmes que rencontrent ces populations, et notamment les jeunes, puissent faire l'objet d'un suivi régulier. Par ailleurs, on avait souligné la question de l'accès à l'école, puisque dans ces communes enclavées, trop souvent, les jeunes, pour être scolarisés, doivent quitter leur famille et aller en internat à des distances considérables. Donc, nous sommes en train de développer, avec le recteur de la Guyane, la possibilité d'avoir des écoles au plus près de ces jeunes, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop perdus. Mais vraiment, comme c'est un sujet qui importe, je crois que s'il y a un groupe de travail à monter là-dessus, je serais contente qu'un maximum de sénateurs puissent y être associés. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, ma question s'adresse à monsieur Emmanuel Macron. Vous avez présenté hier votre projet de loi. Ce projet de loi consacre la déréglementation sociale à tous les étages, conformément une nouvelle fois aux vœux du MEDEF. Pourtant, il y a quelques jours, dans un élan de sincérité aussitôt réprimé, vous avez reconnu vous-même l'échec du pacte de responsabilité inspiré par les mêmes. Alors c'est ma première question, pourquoi persister dans l'erreur? Pourquoi, monsieur le ministre, une loi fourre-tout, sur laquelle d'ailleurs le Conseil d'État émet des réserves importantes, qui n'a en fait qu'un seul fil conducteur, la déréglementation du Code du travail et de la régulation publique? Pourquoi plus d'asservissement encore des salariés aux exigences patronales, avec la généralisation du travail du dimanche et du soir, car vous le savez bien, en l'espèce, le volontariat n'est que de la blague. Pourquoi libéraliser le transport en autocar contre le développement des petites lignes ferroviaires? Pourquoi, alors que la rente autoroutière engraisse les grands concessionnaires du BTP depuis la privatisation, ne pas renationaliser les autoroutes? Pourquoi privatiser les aéroports de Nice et de Lyon après celui de Toulouse? Pourquoi privatiser nos entreprises de défense, Giat et Nexter? Votre loi n'est qu'une loi pour la liberté d'exploiter, une loi contre les libertés de 99% de la population. Pourquoi, par exemple, et encore, la mise en cause des prud'hommes, la dépénalisation du délit d'entrave, le pouvoir unilatéral des patrons de fixer l'ordre des licenciements dans les PSE, toutes mesures qui figurent dans votre projet? Pourquoi l'insécurité juridique pour tous, avec la mise en concurrence des professions réglementées, et une justice sur mesure pour l'entreprise avec un statut inédit d'avocat en entreprise? Pourquoi rien contre le recours aux travailleurs détachés et seulement des mots contre le travail détaché illégal, alors même que, vous le savez, c'est le principe de la directive des travailleurs détachés qui est en cause? Je vous le dis, monsieur le ministre, votre loi va diviser la France, diviser les travailleurs et diviser la gauche. Vous poursuivez sur une voie qui trahit vos électeurs, et cela aura des conséquences graves dans tous les rendez-vous électoraux à venir. Il faut conclure. J'invite les sénateurs de gauche, je vais conclure, merci, tous ceux qui ont l'égalité au cœur à ne pas accepter ce énième recul de civilisation. Monsieur le ministre, je vous demande d'entendre la colère qui monte déjà dans toute la gauche et dans le monde syndical, et je vous demande de retirer votre projet de loi avant qu'il ne soit trop tard. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, j'ai envie de vous dire parce que, à la série de vos pourquoi, mais la caricature est telle que je me dois de vous répondre avec un peu de précision. Je ne sais de quoi vous parlez, je ne sais d'ailleurs même pas si vous avez lu le texte qui a été déposé hier en Conseil des ministres.
puisque vous faisiez référence, monsieur le sénateur, aux sanctions contre les travailleurs détachés. Il y a bien une disposition qui augmente les sanctions contre ces derniers dans le texte, donc vous ne l'avez pas lu. Alors maintenant, monsieur le sénateur, de quelle France parlez-vous et quelle gauche voulez-vous? Parce que c'est ça la bonne question. La France dont nous parlons, elle travaille le dimanche à 30% des cas. Elle travaille et elle consomme le dimanche. Et elle travaille déjà aujourd'hui trop souvent sans compensation. Eh bien, ce projet de loi, il permet de donner plus de liberté sur le terrain et de mettre partout où c'est possible de la compensation. Ça, c'est de la vraie justice et c'est de l'égalité, monsieur le sénateur. Ce ne sont pas des grands mots qu'on donne dans ces lieux. La France, monsieur, dans laquelle nous vivons, vous et moi, c'est une France dans laquelle il y a des accès au territoire qui sont insuffisants. C'est une France dans laquelle on ne peut pas se déplacer comme on veut. Quand on n'a pas l'argent, quand on ne peut pas prendre le train, en effet, ou qu'on n'a pas son véhicule particulier, ouvrir les lignes d'autocar, c'est une mesure de justice et c'est aussi une mesure d'activité. Cela se fait chez nos voisins et c'est une bonne mesure. Dès ce matin, des industriels du secteur se sont engagés à créer des emplois. Félicitez-vous de cela, félicitez-vous de cela. La gauche, monsieur le sénateur, qui est derrière ce projet, ça n'est pas la gauche en effet qui regarde le passé de la France, qui veut une France qui n'existe plus. C'est une gauche qui regarde la France telle qu'elle est. Alors peut-être qu'elle ne vous plaît pas, mais c'est la France telle qu'elle est, dans le monde d'aujourd'hui, et dans laquelle la véritable gauche, elle doit recréer des égalités d'accès, elle doit recréer plus de capacités pour les Françaises et les Français, elle doit recréer plus de droits réels. Et les droits réels, monsieur le sénateur, ça n'est pas forcément de l'argent public, ça n'est pas forcément les vieilles lunes, c'est en effet des vraies mesures. Et vous parliez des prud'hommes et je veux finir là-dessus. Sur les prud'hommes, mais de quoi peut-on se féliciter? C'est une justice qui dure trop longtemps, dont les résultats sont incertains, qui est profondément injuste par son fonctionnement. Alors oui, c'est une belle idée, mais c'est une belle idée qui ne marche pas. Donc nous devons faire fonctionner mieux cette belle idée. Nous en gardons le principe paritaire, et c'est ce qu'avec François Rebsamen et Christiane Taubira nous avons voulu. Mais nous en réduirons les délais, nous améliorerons la formation des juges pour que, pour les salariés les plus fragiles, pour que, pour les PME, le droit du travail soit moins instable, fonctionne mieux. Plus d'égalité, plus de justice, c'est ça la gauche. La parole est maintenant à monsieur Didier Guillaume pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, nous l'avons vu à travers la question qui vient d'être posée, et nous le savons, beaucoup trop de Français souffrent dans notre pays. Ils souffrent parce qu'il y a encore beaucoup trop d'égalités. Ces inégalités, il y a beaucoup trop d'inégalités. Ces inégalités sont économiques, elles sont sociales et elles sont territoriales. Depuis 2 ans, ce gouvernement a déjà fait beaucoup. Mais aujourd'hui, nous devons affirmer, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez fait hier dans un discours, que la lutte contre les inégalités doit être au cœur de la démarche du gouvernement. En tout cas, la lutte contre les inégalités est au cœur du mouvement de gauche dans ce pays. Vous avez souhaité placer la deuxième partie de ce quinquennat dans la lutte contre les inégalités. Nos concitoyens le constatent, et Monsieur le ministre de l'Économie vient de le dire, ils constatent que la France est bloquée, ils constatent que la France est figée. Et dans un sondage qui a été publié dans un grand hebdomadaire du soir, que l'on dit cet après-midi, 84% des Français, selon un sondage CSA, soutiennent l'idée de réforme, soutiennent l'idée de changement et soutiennent l'idée de rénovation de ce pays. Ils sont prêts à accompagner les réformes, à condition, je le pense, que ces réformes soient justes, que ces réformes soient protectrices et que ces réformes aient du sens et de la cohérence. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous éclairer le Sénat sur la feuille de route de votre gouvernement pour la lutte contre les inégalités dans la deuxième partie de ce quinquennat, afin que nos concitoyens trouvent des raisons objectives d'espérer et retrouvent de la confiance? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Manuel Valls, Premier ministre. Vous avez la parole, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Didier Guillaume, nous avons en effet présenté hier avec le ministre de l'Économie et tous les ministres concernés les grandes orientations du texte de loi croissance et activité. C'est un texte, le ministre vient de le dire,
qui veut donner la capacité à notre pays d'utiliser tous les leviers pour la croissance, la compétitivité et l'investissement, parce que s'il y a une inégalité dans notre pays, c'est évidemment le chômage. C'est donc un texte pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Et je veux le dire de nouveau très clairement ici, ce texte n'a qu'un seul objectif, servir l'intérêt général, lever tous les blocages, les freins à la croissance, en libérant les énergies et en stimulant tout simplement l'économie. Et pour cela, il faut ouvrir un certain nombre de secteurs. Il faut simplifier de nombreuses procédures et pour cela, il faut permettre que des changements concrets aient lieu pour la vie quotidienne des Français. Nous devons lutter aussi contre les conservatismes, contre la rente. Je suis d'ailleurs étonné qu'ici même, dans cet hémicycle, sur la partie gauche, on privilégie la rente alors que ce pays a besoin de libérer. Ce pays a besoin de changer. Ce pays a besoin d'énergie. Depuis l'élection de François Hollande, nous avons beaucoup agi. Et nous l'avons fait contre cet immobilisme. Et nous le faisons pour renforcer le pays. Et nous le faisons aussi pour l'égalité. Oui, parce que c'est une belle idée française. C'est une valeur fondamentale de la République. Et c'est le sens de l'action de ce gouvernement. La retraite à 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Le compte pénibilité qui fait débat. La modulation des allocations familiales. C'est ça aussi l'égalité. Et lorsque nous refondons l'école de la République, lorsque nous créons 60 000 postes d'enseignants, lorsque nous mettons en œuvre les rimes scolaires, c'est ça aussi l'égalité. Lorsque nous créons des postes de policiers, de gendarmes, de magistrats, détruits sous le quinquennat précédent, c'est encore l'égalité. Car nous le savons bien, l'insécurité, la délinquance frappent les plus faibles et les plus modestes de notre société. Mais en même temps, il faut regarder, comme vous le faites, les choses en face. Notre pays fait face à une montée des inégalités, à des fractures sociales et territoriales. La ministre Vallaud-Belkacem pourrait rappeler quels sont les chiffres, notamment donnés par les classements PISA et l'effondrement au cours de ces 10 dernières années dans ce classement, dû aussi à l'absence de moyens et au fait qu'on n'a pas fait de l'école une priorité. Et d'ailleurs, Monsieur Laurent, d'une certaine manière, en écho, je vous réponds, quand vous ne votez pas le budget de la nation, qui pour la première fois fait de l'école de la République le premier budget de la nation, c'est là où je m'étonne sur les leçons que vous voulez nous donner de républicanisme, de progrès et de gauche. Mais il faut combattre ces inégalités avant même qu'elles se créent à la racine. Et c'est le travail que nous devons faire dans le domaine du logement, de la santé et du logement et de l'école, parce que ce sont évidemment ces priorités. Demain, à l'occasion d'une réunion des ministres et des secrétaires d'État, je présenterai l'agenda des réformes sur les 2 ans qui viennent, jusqu'à la fin du quinquennat, pour mieux éclairer l'avenir. Et je peux vous assurer, et nous l'avons bien démontré hier au fond, c'était un beau symbole. Le midi, après le Conseil des ministres, nous présentions cette loi qui vise à redonner de la force à la croissance. Et le soir, je m'exprimais sur l'égalité. La gauche, quand elle gouverne, elle marche sur ses 2 jambes, le soutien à la compétitivité et tout pour l'égalité. Et c'est comme ça, je crois, que nous retrouverons pleinement la confiance des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie et porte sur la création du parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne qui suscite de vives réactions localement. Ce projet de parc national, je le rappelle, était le premier projet de parc de feuillus de plaine. Il a été présenté par le Premier ministre de l'époque lui-même, M. François Fillon, en 2009, et il a été adopté à plus de 90% de l'accord des acteurs locaux. Malheureusement, cette version, légitimée sur le territoire, n'a pas été prise en considération par vos services, par les services du ministère de l'Écologie, au motif qu'elle n'était pas suffisamment ambitieuse. Pourtant, la préfiguration de ce parc était le fruit d'une volonté à la fois politique et locale de constituer un premier grand parc national forestier de feuillus.
compte tenu notamment de la présence importante de grands massifs forestiers domaniaux et de nombreuses forêts communales et privées. Dans sa lettre de recadrage adressée au GIP du futur parc national en février 2013, vos services ont remis en cause ce projet initial et déclenché la colère de la profession agricole, mais aussi des forestiers publics et privés, en intégrant autoritairement dans la zone de cœur des terres agricoles et des forêts communales et privées. La difficulté, Madame la Ministre, vient que de nombreuses exploitations agricoles situées dans ces zones dites intermédiaires, donc à faible potentiel de production, ont une nécessité impérieuse de recourir à des engrais, des intrants pour obtenir des rendements indispensables à leur survie. Elles ne peuvent donc pas supporter des contraintes environnementales supplémentaires. Et en ce qui concerne les communes forestières, elles ont à de nombreuses reprises affirmé leur attachement au principe de libre adhésion des forêts communales, considérant notamment l'importance de la filière forêt-bois locale. Il n'est pas question de fragiliser l'économie de ce territoire, et encore moins dans le contexte actuel où l'on nous invite à mobiliser encore plus de bois, encore plus de ressources pour mieux approvisionner les entreprises locales, qui se sont d'ailleurs manifestées il y a quelque temps. Une telle initiative serait donc préjudiciable. Madame la Ministre, le mécontentement du monde agricole et forestier est d'autant plus profond actuellement que ces revendications n'ont pas été entendues lors des dernières instances de concertation. C'est pourquoi, en cette période de consultation institutionnelle, je me fais l'écho des acteurs de ce territoire pour vous demander une réelle prise en compte des attentes, c'est-à-dire revoir à la baisse le périmètre d'études et les surfaces des terres agricoles du cœur, respecter la libre adhésion des communes forestières et des propriétaires privés, assurer l'équilibre cynégétique et identifier clairement, proportionner les contraintes réglementaires qui vont être imposées aux acteurs économiques de ce territoire. Merci, Monsieur le Ministre. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vous prie de bien vouloir excuser Madame Ségolène Royal qui se trouve à Lima pour la conférence sur le climat. Le principe de création d'un parc national de forêt en plaine dans les régions Champagne, Ardennes et Bourgogne a été inscrit dans la loi Grenelle I. Avant la création du parc, le projet doit passer par une étape de prise en considération menée par un groupement d'intérêt public constitué à cet effet. Le GIP a ouvert une large consultation locale sur ce projet. Cette consultation doit s'achever en janvier prochain, le GIP devant délibérer en février 2015. À l'issue, une consultation de niveau national sera ouverte avant proposition de l'arrêté de prise en considération à la signature du Premier ministre. En l'état, aucune décision n'est prise sur la réglementation des activités forestières dans le cœur du futur parc, bien que la loi dispose que ces activités soient forcément réglementées. Le projet du GIP est de recréer une filière bois locale, approvisionnée localement, de manière à ce que le bois soit mieux valorisé, tout en reconnaissant que la production sera inférieure. L'Union des communes forestières de Côte d'Or, que vous présidez, participe d'ailleurs à une étude sur la valorisation de la ressource bois sur le territoire du futur parc. Le périmètre du cœur devra, en ce qui le concerne, être cohérent et fonctionnel. Il ne peut donc être constitué uniquement de forêts domaniales, ce qui donnerait un périmètre en peau de léopard. Il restera toutefois, en très grande majorité, composé de forêts, ce qui conduit à relativiser considérablement les craintes que certains agriculteurs pourraient avoir sur leur activité. Les espaces agricoles, qui seraient le cas échéant inclus dans le cœur, pourraient être des secteurs de prairies humides dans les secteurs de sources à fort enjeu écologique. La réglementation du cœur n'aura en tout état de cause pas vocation à interdire l'agriculture, ni d'ailleurs la chasse. La réglementation applicable devra se faire en étroite concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Certaines communes, par ailleurs membres du GIP, entendent sortir du GIP en espérant que ceci va leur permettre de sortir du projet. C'est une appréciation erronée, puisque le GIP n'est que l'organe d'organisation de la concertation et que la fixation du périmètre est totalement indépendant de ses statuts. La création d'un parc est une chance, et d'ailleurs, 2 parcs en France, celui de Guadeloupe et des Pyrénées, ont été classés au sommet comme de la liste verte de l'Union internationale des parcs, ce qui montre bien que pour certains territoires, c'est une vraie chance. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Catherine Deroche pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes. Madame la ministre, depuis des semaines, le monde de la santé est en ébullition. En effet, la fin de l'année 2014 et le début 2015 verront des mouvements de grève qui sont annoncés par les professions médicales et qui inquiètent nos concitoyens. Vous avez face à vous un front uni, ce qui est un fait assez rare pour le souligner, un front uni qui associe les syndicats de médecins, qui associe les médecins généralistes, les médecins spécialistes, quel que soit leur secteur conventionnel d'activité, qui associe le secteur privé et le secteur public, qui associe des médecins exerçant en province ou en région parisienne. Et je n'oublie pas les urgentistes. Ce front uni est assez rare pour que le Conseil de l'Ordre et que l'Académie de médecine s'en soient fait l'écho. Mais ce n'est pas un mouvement de grogne corporatisme, Madame la Ministre, c'est bien un mouvement d'inquiétude profonde du monde médical face à certaines dispositions de la loi de santé publique. Inquiétude des syndicats de médecins face à la généralisation du tiers payant et à la revalorisation de la consultation du médecin généraliste, inquiétude de l'hospitalisation privée quant à ses financements et à une recentralisation des pouvoirs autour des ARS, inquiétude des chirurgiens des cliniques, des internes des hôpitaux publics qui sont en grève illimitée et qui s'inquiètent pour leur avenir. Et si nous ne pouvons que souscrire à un projet de loi qui en effet remet le patient au cœur du parcours de soins, qui axe sur la prévention et qui bien sûr souhaite réduire les inégalités, certaines dispositions de ce texte, Madame la Ministre, risquent de mettre à mal notre système français de santé, notre modèle français de santé, qui, certes, s'il doit s'adapter aux défis actuels, doit continuer à reposer sur ces deux piliers, public et privé. La grogne est profonde, les crispations sont importantes, or le dialogue semble rompu, mais les professionnels de santé et le monde médical attendent de vous des signaux forts de confiance. Comptez-vous les leur donner? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État, charge de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la sénatrice Catherine Deroche, je vous remercie d'abord d'excuser Marisol Touraine qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Le projet de loi relatif à la santé est d'abord une loi pour les patients et une loi contre les inégalités de santé et les inégalités d'accès aux soins. Lutter contre les inégalités, c'est d'abord miser sur la prévention, parce qu'il y a ceux qui, grâce à leur héritage social ou culturel, grâce à des conditions de vie plus favorables, ont une hygiène de vie qui les protège de la maladie. Et puis il y a ceux qui sont frappés le plus tôt, plus souvent et plus durement. Alors nous renforçons éducation et information sanitaire et nous créons un médecin traitant pour les enfants. Lutter contre les inégalités, c'est aussi accorder aux patients un droit à l'information. Parce qu'il y a ceux qui savent s'orienter dans le système de soins et ceux qui s'y perdent. Alors nous créons un numéro de garde unique pour trouver un professionnel de santé près de chez soi et à toute heure. Et nous reconnaissons aussi dans la loi le rôle des associations de patients pour la première fois et valorisons leurs initiatives sur le terrain. Nous créons l'action de groupes en santé. Lutter contre les inégalités, c'est faire tomber aussi les barrières financières. Parce qu'il y a ceux qui peuvent consulter leur médecin sans se poser de questions, ceux qui peuvent acquitter le prix de la consultation et ceux pour qui la nécessité d'avancer les frais est un obstacle infranchissable. Alors nous mettons en effet en place le tiers payant de manière progressive dès 2015 pour nos concitoyens qui sont sous le seuil de pauvreté et ensuite généralisé en 2017. Madame la sénatrice, cet objectif de lutte contre les inégalités est très largement partagé, ou pour le moins devrait l'être. Le gouvernement a pour autant entendu, ici ou là, des points qui suscitent des inquiétudes chez les professionnels. Il s'agit pour une grande part de malentendus ou de contre-vérités que Marisol Touraine entend lever un à un. C'est pourquoi elle reçoit à nouveau les représentants des médecins libéraux pour aborder avec eux l'ensemble de ces points et avancer. Vous le voyez, Madame la sénatrice, la volonté du gouvernement est claire. Il s'agit de lutter d'abord contre les inégalités pour que notre système de santé renoue avec sa promesse originelle, être accessible à tous. C'est dans ce sens que nous attendons avancer, en levant les malentendus et les inquiétudes, mais en gardant le cap. Merci. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous le savez, pour vous être rendu à la satisfaction générale, je dois dire, à la Londe et à hier, le 29 novembre dernier,
Le Var, mais aussi les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et l'Aveyron viennent de subir de nouvelles inondations catastrophiques. 4 morts dans le Var et des dégâts du niveau de ceux de janvier 2014 qui ont été estimés alors à 200 millions d'euros. Plus généralement, vous l'avez constaté, en matière d'inondation, notre dispositif d'intervention et de secours donne satisfaction. Par contre, on peut en dire autant en matière de prévention et de gestion de l'après-crise, s'agissant notamment de la réparation des dommages, de l'indemnisation des personnes et de l'aide aux collectivités. Certes, une procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle d'urgence vient-elle d'être mise en place depuis 6 mois. Vous l'avez d'ailleurs utilisée en annonçant l'engagement d'une réflexion pour moderniser le dispositif de soutien de l'État aux collectivités. Je cite le compte-rendu du Conseil des ministres du 3 décembre dernier. Or, Monsieur le ministre, une telle réflexion a été engagée au Sénat depuis 2 ans. Elle a même abouti, grâce au soutien alors du gouvernement, à l'inscription dans la loi de dispositions essentielles en matière de prévention. Le Sénat a aussi adopté en première lecture il y a 1 an un ensemble de dispositions relatives en particulier à la gestion de l'après-crise et à la sensibilisation de la population, qui est un véritable problème, je l'ai dit tout à l'heure. Elle n'a toujours pas pu être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. D'où ma question. Ne pensez-vous pas qu'il serait opportun qu'elle puisse l'être un jour et que la réflexion dont vous ressentez vous-même la nécessité puisse ainsi se nourrir de la contribution du Parlement, ce qui d'ailleurs a pu être fait lors de la loi MAPTAM, ce qui montre que c'est possible. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Est-ce qu'on continue à déplorer ou est-ce qu'on avance? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Colomba, vous traitez là d'une question que vous connaissez bien, puisque vous avez été l'auteur d'un rapport parlementaire qui a fait l'objet d'une proposition de loi présentée au Sénat à l'automne 2013 et qui traitait de la question de la lutte contre les inondations et des mesures préventives à prendre. Je me suis rendu, comme vous l'avez signalé à l'instant, dans la commune de Lalonde-les-Morts et dans la commune d'Hyères, il y a de cela une quinzaine de jours, pour constater les dégâts engendrés par les inondations, 1 an après que des dégâts très importants avaient déjà été occasionnés, et pour définir avec les élus les modalités d'indemnisation. Pour répondre très précisément à votre question, 3 problèmes se posent. Le premier problème est celui des fonds qui sont destinés à indemniser les collectivités locales, mais aussi les exploitations agricoles, mais aussi les entreprises lorsqu'il y a des inondations ou des calamités de grande ampleur. Il y a 2 fonds, un fonds calamité et un fonds catastrophe naturelle. Je propose que l'on fusionne ces fonds et qu'aucun gel ne s'applique à ces fonds, de telle sorte à ce qu'en fin de gestion notamment, on puisse allouer à toutes les collectivités locales les sommes dont elles ont besoin pour faire face aux travaux, notamment aux travaux de réparation ou de lutte contre les inondations. Et on a pu constater ensemble à Lalonde-les-Morts que quelques mois après la décision du gouvernement de financer, les procédures administratives avaient bloqué l'attribution des fonds. La deuxième décision qu'il faut prendre, c'est une décision d'augmentation du plafond des avances qui sont effectuées par l'État aux collectivités locales pour leur permettre, avant présentation des factures, de pouvoir financer leurs opérations. Porter ce taux de 15 à 25%, c'était une d'ailleurs de vos propositions, je crois, serait une bonne manière d'assurer le financement dans de bonnes conditions des travaux. Troisième point, lorsque les dégâts sont occasionnés, il faut 6 mois d'enquête par les inspections générales de l'IGF, du ministère de l'écologie, l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, d'autres inspections, avant que le droit à indemnisation ne s'ouvre. C'est beaucoup trop d'inspections mobilisées sur un laps de temps beaucoup trop long. Il faut simplifier, raccourcir pour que l'indemnisation arrive beaucoup plus vite. Enfin, un dernier point, il faut que lorsqu'il y a des travaux qui relèvent des cours d'eau ou de la lutte contre les inondations, on trouve un bon équilibre entre les règles de l'environnement et l'urgence. C'est ce sur quoi la ministre de l'écologie a envoyé une inspection à Lalonde-les-Morts, et c'est sur quoi le gouvernement entend, en plus de la simplification des procédures, engager une réflexion au profit des collectivités territoriales sur tous ces sujets. Votre contribution, monsieur le sénateur, aura été très décisive. Merci. La parole est à monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Lundi 1er décembre à Créteil, un couple se faisait sauvagement agresser dans son appartement et la femme était violée. Le caractère antisémite de cet acte odieux
est avérée. Au-delà d'une évidente compassion qui s'impose à l'égard de ces personnes, je considère que c'est aussi notre démocratie et notre République qui sont insultées et le socle de nos valeurs qui est bafoué. La période que nous traversons est socialement et économiquement particulièrement difficile. Il y en eut d'autres, avec les conséquences dramatiques imprimées dans chacune de nos mémoires. L'histoire ne se répète pas, diront certains, sans doute, mais il arrive qu'elle bégaie. Aussi, prenons garde dans ce contexte si particulier. Prenons garde aux discours parfois empreints de populisme qui ciblent les boucs émissaires de tout ce qui va mal, y compris lorsqu'ils prétendent manier l'humour. Le risque de normalisation de propos intolérants nous impose une vigilance de chaque instant, car ce sont ces propos qui peuvent aussi armer des mains à l'esprit malveillant ou fragile. Depuis le début de cette année, la France a subi une hausse de 91% des actes antisémites. Ce chiffre à lui seul fait froid dans le dos. Et ce mal qui ronge notre pays exige une nécessaire prise de conscience individuelle tout autant qu'un indispensable sursaut collectif. Monsieur le ministre, l'aspect répressif va de soi, mais il n'est pas suffisant, compte tenu des évolutions d'agressions antisémites et racistes que nous constatons. Ne pensez-vous pas qu'il soit nécessaire d'engager, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les mondes médiatiques et associatifs, une prise de conscience de cette dure réalité pour endiguer ce fléau d'intolérance qui mine notre société? Nous assistons trop fréquemment à une forme de banalisation de l'horreur ou encore à une indignation à géométrie variable qui est ni acceptable ni supportable. Or, le racisme est un, et la lutte contre toute forme de racisme est indivisible. Il me vient à l'esprit, pour conclure, cette phrase inscrite à l'entrée du village martyr d'Oradour-sur-Glane. L'humanité n'est pas un état à subir, mais une dignité à conquérir. Aussi, l'ensemble de nos concitoyens doit-il comprendre que leur respect est dû à tout un chacun, que la liberté, que l'égalité et la fraternité ne sont et ne seront jamais négociables dans notre pays des droits de l'homme. Merci. Pour vous répondre, la parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, vous venez avec beaucoup de force de rappeler ce qu'est l'antisémitisme et de rappeler aussi ce que sont toutes les formes de haine qui peuvent ronger la République de l'intérieur et conduire, peu à peu, parfois imperceptiblement, à l'abandon des valeurs qui fondent la République et auxquelles collectivement nous tenons ici dans cet hémicycle. Je me suis rendu à Créteil dimanche dernier pour participer à la grande manifestation organisée par la communauté juive de Créteil, très blessée de l'acte abject qu'avait subi un jeune couple à Créteil quelques jours auparavant. J'ai vu devant moi des hommes et des femmes battus, certaines étaient révoltées, et il y avait dans tous les regards une immense tristesse et surtout une incommensurable inquiétude. L'inquiétude d'une communauté qui sait que l'histoire a déjà parlé, qu'elle a parlé de façon monstrueuse, qu'elle a conduit à la déportation, à l'assassinat de millions de juifs, de femmes, de petits-enfants, de personnes âgées dans les conditions que l'on sait, une communauté qui ne comprend pas, alors que tout cela est encore très récent finalement, que l'on puisse ne pas se souvenir. Alors vous avez raison de dire qu'il est important d'organiser une mobilisation générale. Et cette mobilisation générale est d'autant plus importante que lorsque l'on voit ce qui se diffuse notamment dans l'espace numérique, on se rend compte que bien des digues sont tombées et que parfois à travers des tweets, l'usage de la phrase brève au service des idées courtes est parfois mis au service de la haine. Et donc il faut une mobilisation générale. Cette mobilisation générale, elle est souhaitée par le Premier ministre, qui s'est à plusieurs reprises exprimé avec beaucoup de force sur ce sujet et a souhaité que la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme lui soit rattachée, de manière à ce qu'il y ait une véritable action interministérielle mobilisant tous les ministères. Le ministère de l'Intérieur, bien entendu, en tant qu'il protège les lieux de culte, en tant que par l'intermédiaire des préfets, il porte plainte au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale à chaque fois qu'un acte de haine raciste ou antisémite est constaté. Le ministère de l'Éducation nationale qui porte avec le ministère de l'Intérieur, ministère des cultes, l'ambition de laïcité qui vise à assurer la protection de tous les enfants de la République autour de cette valeur et de toutes les valeurs de la République dans l'école et dans l'espace public, et le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Ville qui peuvent ensemble
de façon transversale, porter un message de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais aussi, il faut une mobilisation de la société. Nous étions simplement 1500 à Créteil. À d'autres époques, nous aurions été infiniment plus nombreux. Les intellectuels se seraient exprimés, les forces sociales se seraient mises en mouvement. Et il faut donc par conséquent que cette grande cause devienne la cause de tous. Et il faut pour cela se rappeler d'une belle formule, celle de Frantz Fanon, qui disait « Lorsque vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous ». Merci. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Didier Mandelli pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, hier, c'était la journée de la justice morte en France. Une grande première. Tous les membres et collaborateurs des 6 organisations professionnelles du droit, Conseil national des barreaux pour les avocats, Conseil supérieur du notariat, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil national des commissaires-priseurs judiciaires et la Chambre nationale des huissiers de justice étaient en grève pour manifester contre votre projet de loi pour la croissance et l'activité. Les études et les cabinets étaient fermés. Cette mobilisation sans précédent symbolise la colère froide qui se généralise dans notre pays. La tension monte chaque jour un peu plus. Monsieur le ministre, dans votre projet de loi fourre-tout, je reprends là l'expression du premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, vous avez l'ambition de redresser l'économie française. Je partage cet objectif et je l'encourage même. Selon vous, l'un des moyens pour y parvenir est de réformer les professions réglementées, notamment les professions juridiques. Ces dernières sont les garantes de la sécurité juridique des Français. La plus grande vigilance s'impose donc. Ce que l'on vous reproche, Monsieur le ministre, c'est votre précipitation et une concertation à minima des organisations professionnelles concernées. L'étude d'impact de l'avant-projet de la loi pour les professions juridiques est une suite d'approximations et d'interprétations de chiffres et de faits. Le Conseil d'État a émis le 8 décembre dernier des réserves sur une mesure phare de votre projet de loi, la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs. Il estime qu'il y a une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. D'autre part, les professionnels s'étonnent, à juste titre, que le Premier ministre ait confié au ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique la tâche de réformer les professions juridiques réglementées et non au ministère de la Justice. Je vous demande donc aujourd'hui d'écouter les professionnels du droit en France. Pour cela, Monsieur le ministre, donnez-vous du temps pour un dialogue constructif. C'est la seule méthode qui permettra d'engager une modernisation attendue de l'exercice de ces professions réglementées. Pourquoi, Monsieur le ministre, ne pas retirer de votre projet de loi tous les articles concernant les professions juridiques et de les intégrer modifiés dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle qui sera présenté au printemps 2015 par la Chancellerie? Ne pensez-vous pas que ce temps nécessaire au dialogue et à la concertation, tant demandé par ces professions, évitera ainsi de cristalliser les oppositions et de renforcer les blocages? Répondre. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord, je respecte et j'entends ces professionnels du droit qui ont manifesté hier. Je les ai vus, reçus, je les ai vus avec la garde des Sceaux et j'étais hier soir, avec certains d'entre vous, dans un débat avec les huissiers. Donc quand on débat et qu'on veut échanger sur des idées, je suis toujours preneur et à disposition. Et je m'étonne au demeurant qu'on puisse manifester contre un projet de loi le jour où il est déposé, là aussi vraisemblablement sans en avoir véritablement pris connaissance. Mais qu'importe, c'est la vie politique dans laquelle nous vivons au final. Alors, Monsieur le sénateur, moi je voulais vous poser une question. En est-il des réformes comme des économies? C'est-à-dire que vous en voulez toujours davantage, mais vous êtes toujours contre celles qu'on fait. Et donc, il en serait des réformes, mais les bonnes sont sans doute celles que vous n'avez pas faites pendant 10 ans, Monsieur le sénateur. Mais les réformes, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, faites les réformes ailleurs, mais pas chez moi. Et c'est la spécialité. Mais s'il ne faudrait pas les faire. Et donc, les réformes, ça ne serait pas chez les professions réglementées, ça devrait être chez les salariés. Ça ne devrait pas être ici, ça devrait être chez les autres. Ça n'a pas de sens. Et donc, l'esprit de ce projet de loi, c'est quoi? C'est de débloquer la société française partout où elle peut l'être. C'est de moderniser les conditions de notre fonctionnement partout où ils peuvent l'être. Et en l'espèce, je ne peux pas vous laisser dire que c'est un projet qui est uniquement porté par Bercy.
En aucun cas, le Premier ministre l'a redit ici, il l'a dit hier, ce projet est porté également par la garde des Sceaux, défendu par la garde des Sceaux et préparé avec elle. Et si vous regardez le texte qui a été déposé hier, elle est le garant de ce dispositif. Alors maintenant, revenons précisément sur ce dont il s'agit. Parce que finalement, ce que vous défendez, in concreto, c'est l'existence intangible d'intérêts acquis. Eh bien, moi je vais vous dire, parlons concrètement sur l'emploi. La liberté d'installation que nous proposons, régulée, qui ne déstabilise ni les territoires, ni les professionnels en place, elle permettra de créer, et c'est garanti dans le texte, plusieurs offices notariaux. Elle permettra de créer de l'activité, de l'égalité d'accès à l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie, monsieur le sénateur, dans le système où nous vivons, il n'y a rien qui justifie que dans notre République, l'emploi et l'entrepreneuriat soient réservés à quelques-uns. Donc oui, j'y crois. Je crois qu'on peut préserver l'égalité, la sécurité juridique, parce qu'elle est préservée par ce texte de loi. Je crois qu'on peut préserver véritablement les fondements de notre République, qui est préservée dans ce texte de loi, et en même temps créer de l'activité, réformer, parce que la réforme, elle doit être partagée par tous. Parce que l'effort ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est comme ça que ce sera efficace. La parole est maintenant à Monsieur Alain Marc pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui a répondu d'ailleurs en partie à un précédent collègue sur le même sujet. Monsieur le ministre, l'Aveyron a connu, au même titre que d'autres départements du sud de la France, l'Hérault, l'Aude, le Var et les Pyrénées-Orientales, des intempéries d'une violence inouïe il y a quelques jours. Je tiens à saluer ici la mobilisation exceptionnelle des secours, pompiers, gendarmes, policiers, mais aussi la qualité de l'action des bénévoles qui, par solidarité et avec efficacité, sont intervenus auprès des sinistrés. La ville de Saint-Affrique, par exemple, a subi des inondations catastrophiques d'une importance jamais connue dans l'histoire de celle-ci, qui a 9000 habitants. Vous avez été très réactif, Monsieur le ministre, en prenant quelques arrêtés de catastrophes naturelles pour que les biens assurés bénéficient de cette procédure, et je vous en remercie au nom des populations concernées. Toutefois, nous apprenons ce matin que 10 communes de l'Aveyron, je vais rapidement les citer, Coupiac, Tournemire, Saint-Orme-de-Cernon, la Bastide-Pradine, Brousse-le-Château, Combray, la Panouse de Cernon, Martrin, Saint-Bosély, Saint-Juéry, n'ont pas bénéficié de l'arrêté de catastrophe naturelle à ce jour. Je sais que vous allez faire le maximum, Monsieur le ministre, pour que soient résolus ces problèmes qui apparemment sont d'ordre technocratique le plus rapidement possible. Nous ne comprendrions pas en effet que ces communes qui ont subi des dégâts très conséquents ne soient pas retenues. Attendons une réponse de votre part sur ce sujet. Pour ce qui est des biens non assurables des collectivités locales touchées par ces intempéries, les dégâts se chiffrent pour un département comme le mien, comme l'Aveyron, à plusieurs millions d'euros. Il s'agit du patrimoine routier, les chaussées, les ponts, 3 à 4 millions d'euros pour le seul Conseil général de l'Aveyron, mais aussi des stades et bien d'autres infrastructures pour les communes et communautés de communes. Monsieur le ministre, nous en appelons à la solidarité nationale, que ce soit à travers le fonds de solidarité ou peut-être la DETR. Vous avez récemment annoncé, avant les intempéries, une augmentation sensible de ce fonds au niveau national. L'urgence et la gravité de la situation pourraient-elles permettre que cette augmentation nationale soit fléchée vers les départements qui ont le plus souffert de ces événements climatiques d'une grande violence, même si ce n'est pas la vocation initiale de ce fonds? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les inondations et les intempéries qui ont eu lieu dans l'Aveyron, avec certaines communes qui ont été particulièrement touchées. Je pense notamment à la commune de Saint-Affrique dont vous venez de parler à l'instant. J'ai souhaité que, au Conseil des ministres qui a suivi immédiatement ces intempéries, on puisse prendre l'arrêté catastrophe naturelle de manière à ce que l'indemnisation des collectivités concernées puisse être effective dans des délais brefs. Mais vous avez raison de dire que cet arrêté catastrophe naturelle a permis à 23 communes de pouvoir être inscrites comme susceptibles d'être indemnisées et qu'il en reste encore quelques-unes qui n'ont pas été retenues. J'ai indiqué à certains de vos élus que dans les 10 jours qui viennent, il pourra être procédé à un examen attentif de la situation de ces communes de manière à ce qu'aucune qui a été victime de ces intempéries ne soit laissée sur le bord du chemin.
Et nous devons faire en sorte, sur les 23 communes de l'Aveyron, plus la dizaine qui reste encore en cours, comme sur les 178 communes des autres départements qui sont concernés par ces arrêtés, de faire en sorte que les financements interviennent rapidement. Vous posez une deuxième question, qui est celle de la dotation d'équipement des territoires ruraux, dont le Premier ministre a annoncé qu'elle serait augmentée assez significativement pour 2015. Et vous me posez la question de savoir si on peut affecter cette dotation aux collectivités locales qui ont fait l'objet d'intempéries. Il y a deux éléments de réponse à cela. Premier élément de réponse, il appartient au préfet, en liaison avec les collectivités territoriales, de déterminer les conditions d'allocation de ces fonds dans la plus grande concertation avec les élus. C'est le sens des instructions que je leur ai données, plus particulièrement dans les départements touchés par les inondations. Et deuxièmement, il est souhaitable et possible de cumuler la dotation d'équipement des territoires ruraux avec le fonds calamité et le fonds catastrophe naturelle dans une limite de 80% de taux de subvention pour les collectivités locales concernées. Voilà donc quelles sont les règles. Vous pouvez constater qu'elles permettent une concertation avec les collectivités, une indemnisation dans de bonnes conditions. À cela s'ajoutera les mesures que j'ai annoncées tout à l'heure à votre collègue Colomba, c'est-à-dire une réforme du processus catastrophe naturelle, car ça ne sert à rien de passer rapidement les arrêtés en Conseil des ministres si le temps après les arrêtés est aussi significatif que celui qui existait avant la procédure accélérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fusionner les fonds, des avances augmentées, des inspections plus simples et un niveau d'avance plus significatif pour permettre aux collectivités locales d'être indemnisées avant même la présentation des factures pour celles qui sont les plus affectées par ces catastrophes naturelles. Merci. La parole est à monsieur Antoine Karam pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne de Naples, en novembre 2012, a abouti à l'accord pour Ariane 6. Cet accord historique prévoit de développer un nouveau lanceur sans passer finalement par Ariane 5 ME. On le sait, la France est à la pointe de l'Europe pour le spatial par ses entreprises du secteur, son engagement à renforcer les investissements et les projets, mais c'est aussi grâce à la Guyane et au centre spatial de Kourou que nous pouvons offrir le lanceur le plus fiable du monde. Cet accord couronne la dynamique que vous avez enclenchée. Grâce au CoSpace que vous présidez avec les ministres de la Défense et de l'Économie, vous avez réuni l'ensemble des acteurs de cette filière pour constituer ce qu'on pourrait appeler l'équipe de France du spatial. Avec l'agenda stratégique Horizon 2020, vous avez remis l'État à sa place de stratège pour donner du sens aux projets de recherche qui sont essentiels pour l'avenir. Il y a quelques jours, le monde se tournait vers la sonde Philae, succès majeur de l'ESAL, le CNES, les laboratoires et les chercheurs qui ont contribué à sa conception. C'est un signe fort de l'investissement pour la recherche et nos universités. Ce signe fort doit être sanctuarisé et renforcé. Mais, Madame la Ministre, permettez-moi aussi de rappeler que la Guyane attend plus d'engagement de l'État et les Guyanais ont besoin d'actes concrets et rapides. Que dire aux Guyanais qui, à quelques kilomètres de Kourou, n'ont toujours pas accès à l'eau potable ou à l'électricité et encore moins à Internet et au réseau mobile? Que leur répondre quand, faute d'aménagement, la circulation des biens des personnes est toujours extrêmement difficile? Faut-il rappeler encore que le taux de chômage est 3 fois plus important qu'au niveau national et qu'un jeune sur 2 est sans emploi? Il y a, vous le savez, un grand paradoxe en Guyane. D'un côté, le centre spatial de Kourou, fort levier d'attractivité, de l'autre, les infrastructures qui ne suivent pas le développement démographique de la région. Ne sacrifions pas donc le développement de la Guyane sur l'autel des réductions de déficit. On ne comprendrait pas qu'Ariane 6 soit toujours, comme le disait François Mitterrand, une fusée lancée sur fond de bidonville, et que le déséquilibre territorial entache l'image d'une réussite du spatial en Guyane. Pour conclure, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer les retombées attendues en termes d'emploi et de compétitivité pour nos entreprises en Guyane? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Geneviève Fiorasso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Antoine Karam. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des équipes d'Ariane Espace et du CNES qui ont réussi avec succès le 63e lancement d'affilée d'Ariane samedi dernier à Kourou.
Alors, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a pris le 2 décembre à Luxembourg une décision historique, celle de développer un nouveau lanceur, Ariane 6, sans passer par Ariane 5 ME, qui remplacera Ariane 5 à compter de 2020 dans un univers, vous le savez, extrêmement concurrentiel et nous devions de réagir au niveau européen. Cette décision est aussi le fruit de l'engagement sans faille de l'ensemble des acteurs du public et du privé que nous avons voulu réunir avec mes collègues Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron dans un conseil commun, le CoSpace, et qui a permis de donner un nouveau lanceur avec des spécifications qui convenaient absolument à tout le monde, à tous, qui nous permettaient d'être concurrentiels et qui de plus convenaient à la fois aux vols scientifiques, aux vols stratégiques et aux vols également commerciaux. Donc c'était extrêmement important que nous prenions cette décision. C'est un lanceur modulaire et compétitif qui nous permettra de rester en tête au niveau international. Après un effort de conviction absolument déterminant auprès de nos partenaires allemands, cette décision prise au Luxembourg représente pour la filière des lanceurs, l'ensemble de la filière, un investissement de 10 milliards d'euros, de 8 milliards d'euros dans les 10 années à venir et de 4 milliards d'euros pour la seule filière Ariane 6. En ce qui concerne le centre spatial guyanais, il a pu à son démarrage être en effet considéré comme une enclave sur le territoire guyanais, vous l'avez rappelé. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Et 75% du personnel est constitué du centre spatial est constitué de personnel guyanais. Il représente 9 000 emplois directs et indirects, 15% du PIB du territoire. Ce développement profite donc directement aux Guyanais. Je rappelle que près de 75% des personnels, je l'ai dit, sont locaux et que 30 à 40% des appels d'offres bénéficient à des entreprises guyanaises. Le fait d'avoir décidé de lancer Ariane 6 va nous permettre de faire un investissement dans les années à venir de 600 millions d'euros à Kourou, en Guyane. Les entreprises seront concernées et les collectivités territoriales, avec nous, devront davantage former les jeunes. C'est pour cela que l'IUT de Kourou développe des filières de formation au spatial. Et d'ailleurs, le président de l'IUT n'est autre que le directeur du centre spatial de Kourou, qui s'engage également financièrement. Par ailleurs, l'Université de Guyane a été créée pour renforcer la formation et permettre aux jeunes de bénéficier de cette filière du spatial, qui est une grande filière d'avenir. Merci, Madame la Ministre. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour l'examen de la proposition de résolution relative à un moratoire sur la mise en œuvre des... Pas des questions d'actualité, les dernières de l'année 2014. Il est temps pour nous de refaire la séance.